il l'a si bien dit, nous passons sur un autre type de milieu où il fait plus sec, plus chaud, où il pleut moins et où on trouve pas beaucoup de zones humides comme on les a décrites. Et surtout, au voir de la carte de la France, ou si je regarde la répartition de toutes les zones humides de France, je me dis que la France est une zone humide géante par rapport à l'Algérie. Donc, où c'est qu'il est? C'est ça. L'Algérie comporte cependant pas moins de 254 zones humides naturelles. Et la région d'El Kala, qui se situe à l'extrême nord-est, est l'une des plus arrosées du pays. Cette région recèle un complexe de zones humides, un écocomplexe particulier, relativement très riche et relativement important, surtout pour les oiseaux d'eau. En fait, l'intérêt pour les zones humides en Algérie a commencé par les ornithologues, parce que tout le monde sait que les zones humides servent donc de nourriture, d'abri et pour la nidification, etc., pour les oiseaux migrateurs, qui sont donc un phénomène très visible et important. Alors, les sites de l'Est algérien comptent parmi les plus importants donc, du Maghreb, de par leur diversité. On a des lacs d'eau douce, on a des marais, on a une lagune. L'Algérie, on n'a qu'une seule lagune en Algérie, et elle se trouve donc dans cet écocomplexe, et aussi de par leur importance. Les sites que je vais présenter, le plus petit fait 860 hectares, ou le plus petit fait 75 hectares, c'est le lac Bleu, et le plus grand atteint 3000 hectares. Donc la région d'El Kala présente un climat de type méditerranéen. Donc on voit ici la répartition des pluies et des températures. Et elle montre que donc, le climat présente une période sèche relativement faible de 4 mois, et l'amplitude est faible aussi par rapport au reste du pays. Et les pluies tombent souvent en hiver, le plus souvent en hiver et en automne. Et ces données nous permettent de classer la région dans le climat subhumide à hiver chaud quand même. Voici donc des photos de l'écocomplexe et des sites que je vais vous présenter. Donc en haut à gauche, c'est le grand en bleu derrière. Je ne sais pas si on voit là. J'ai pas le. Donc nous avons la lagune de Saumâtre, c'est le lac Mellah, et en dessous, la petite flaque bleue, là qui paraît comme un marécage, c'est le lac Bleu. À droite, le lac Bleu, plus en détail. Ici, le lac Tonga à gauche, et à droite, le lac Oubeira. Donc vous avez des photos de la végétation en été. En hiver, ils sont plus ou moins vides de végétation. La méthodologie appliquée, bien sûr, pour l'étude de la végétation, c'est la méthode sigmatiste. Et pour le traitement des données, nous avons fait une analyse factorielle, une analyse phytosociologique et une analyse de la phytodiversité. Donc, l'analyse de l'AFC donc, a porté sur une matrice de 641 relevés, et nous n'avons repris que 84 espèces qui sont aquatiques. Donc appartenant aux formations hélophytiques et formations hydrophytiques. Donc premier niveau, les formations, donc l'ensemble A, ce sont les groupements ou les espèces, les relevés du lac Mellah, le lac Mellah qui est un lac d'eau saumâtre, donc les groupements des eaux saumâtres se sont différenciés du premier coup. Ensuite, nous avons donc, après avoir éliminé de l'analyse les groupements des eaux saumâtres, nous avons obtenu pour les groupements des eaux douces cet ensemble, donc 4 groupements, 4 ensembles de relevés. Donc l'ensemble 1 correspond aux associations du nymphéon, l'ensemble 2-1 représente
les groupements dominés par Myriophyllum spicatum, le deuxième de B, les groupements dominés par Potamogeton trichoides, et l'ensemble 3, qui est donc c'est les ensembles en rouge, en point rouge, c'est les groupements des Phragmitomagnocaricitea. Et alors on remarque la position centrale des éléments, donc des roselières, et ceci est dû à la faible profondeur donc, de nos sites. La plus grande profondeur ne dépasse pas 2 mètres. Donc de ce fait, il y a une forte intrication des groupements. La CAH a montré, donc, a confirmé la répartition de ces éléments, et je dois dire que c'est en se basant sur les travaux de Foucault, sur le concept du syntaxon élémentaire, que j'ai réussi à arriver à bien distinguer les associations végétales, parce que je suis en situation de forte intrication. Donc, je vous présente ici le schéma syntaxonomique des végétations étudiées, donc rencontrées au sein de ce site, d'eau douce bien sûr. Donc, nous avons des éléments des Lemnetea, des éléments des Potametea, des éléments des Phragmitomagnocaricitea, et pour les ripicides, pour les formations arbustives, nous avons des éléments des Salici, Purpureae, Populnetea, donc nigrés. Il m'est très difficile de passer après M. Jules, après sa synthèse, et et je voudrais vous dire que pour l'Algérie, il n'y a pas de c'est les premiers travaux sur les végétations aquatiques. Donc il m'était très difficile, je n'avais pas de référentiel. Donc j'ai utilisé donc les travaux réalisés en France, les travaux réalisés en Espagne, les travaux réalisés en Allemagne, en Italie, et j'ai dû me positionner. Donc chez les Lemnetea, nous avons décrit le Lemno-Elphiétum marisé, donc décrit par Miyawaki. Nous le rapprochons donc de cette association. Regardez comment l'espace qu'il occupe entre les touffes de Syrpe et de Typha et les formations Anymphea. Ensuite, pour les Potametea, nous avons décrit dans les Utriculariatea Italia, nous avons l'Utriculario Ceratophyletum demersii et le Lemnoceratophyletum demersii, positionnés dans le Ceratophylion. Ensuite, dans les Potametalia, nous avons un certain nombre d'associations qui sont donc décrites là, que vous avez sur le tableau. Nous avons des éléments du Nymphéon et des éléments du Ranunculion. Alors, la plupart de ces associations sont décrites, sont nouvelles. Il y en a que j'ai publiées et d'autres ne sont pas encore publiées. Dans notre végétation, nos végétations, on a très peu d'associations qui se rattachent, donc qui se rapprochent de ce qui est décrit dans la littérature. Voici des exemples. Le Myriophyllus spicati trapetum natantis. Donc ici, c'est pratiquement le seul groupement au niveau du lac Oubera. La végétation, ce lac a été mis en situation dystrophique et sur le plan écologique par ensemencement de carpe. Et la carpe elle a dégradé toute la végétation. Pratiquement, il y a ce groupement et un autre groupement des berges qui restent. Pour les Phragmitomagnocaricitea, nous avons donc des éléments du Phragmition et des éléments du Bulbochénion. Voici la liste. Et vous remarquez que les groupements que je décris, ce sont des associations entre une hydrophyte et une hélophyte. Ces éléments, donc, je me suis permis de le faire parce que sur le plan statistique, sur le plan analyse numérique, c'est sorti de façon évidente et ça a été expliqué par l'utilisation de syntaxon élémentaire, au sens de Foucault. Donc, voici une association à base de phragmites, donc,
c'est l'association avec Lythrum salicaria et Phragmites australis. Et nous avons ici une sous-association à Potamogeton lucens, c'est une sous-association avec Telipteris palustris, Carex, Cladium mariscus et Carex elata. Trois sous-as. C'est pour finir avec la classification, nous avons aussi une nouvelle association, le Lythrosalicariae salicetum pedicellate, avec deux sous-as, le Cariceteum pseudociperi et le Cariceteum elaté. Voilà comment ils se présentent. Et donc les deux sous-as se retrouvent sur deux sites différents, l'une au lac Tonga, l'autre au lac Bleu. La végétation donc est 104 comme ça dans un tableau synthétique. Donc nous avons les Saliciporpuritae, ensuite les Phragmitomagnocaricétea, les Potametea, et nous finissons par les Lemnitea. Ils s'organisent comme suit. Ensuite, nous avons quand même fait une approche de l'étude sur la phytodiversité pour voir la richesse, la rareté et surtout déterminer la valeur patrimoniale de ces éléments. Donc voici les résultats. Donc, nous avons donc 84 espèces reparties en 60 genres et 39 familles. Les familles les plus représentées sont les Poacées, les Cyperacées. Et la répartition par site, le lac Tonga présente 69 espèces, donc il semble, et c'est le plus riche en espèces sur les 4 sites. Ensuite, il faut, pour la famille des Ceratophyllacées et pour les myriophiles, la région présente les deux, on a Ceratophyllum surbersum et Ceratophyllum demersum et les 3 myriophiles décrits pour l'Algérie se retrouvent dans ces sites. La rareté, donc nous avons la moitié des espèces, près de la moitié des espèces sont rares, rarissimes, rarissimes. Donc voici la liste des espèces à l'échelle de l'Algérie. D'accord? À l'échelle de l'Algérie. Et il y a des espèces qui n'ont jamais été signalées. Donc la première fois, je parle donc de Rhiziocarpos natans. Ça a été signalé donc lors de ces travaux. Auparavant, on ne les retrouvait pas dans la littérature. Marsilea diffusa, c'est Strigosa maintenant. Marsilea avait disparu et elle est réapparue pour les espèces rarissimes. Et il y a certaines espèces aussi qui sont considérées comme communes, mais en fait elles sont rares du fait de la rareté de l'habitat humide en Algérie. Je parle de Ceratophyllum et certains myriophiles et certains potamos. Le spectre biologique montre la dominance donc des élophytes et suivi par les hydrophytes. Et pour la diversité phytocénotique, donc nous avons décrit 27 syntaxons, dont 27 syntaxons, dont 24 au lac Tonga, 8 au lac Bleu et un seul au lac Obeira. Pour la conservation, donc les critères utilisés, ce sont donc la rareté, la vulnérabilité et l'origine biogéographique. Les phytocénoses, pour ce qui est des phytocénoses, c'est l'originalité des syntaxons, c'est-à-dire les syntaxons nouvellement décrits, et bien sûr leur vulnérabilité. Alors, de la synthèse, nous avons proposé 42 taxons pour la protection à l'échelle nationale. Et c'est donc, après ce travail, ça a été porté donc, sur le nouveau décret de 2012. Ces espèces ont été portées. Et certaines ont été aussi posées dans les listes rouges de l'UICN. Pour les phytocénoses, voici les phytocénoses à protéger. Bien sûr, si ça ne tenait qu'à moi, je protégerais tout.
si je pouvais l'acheter. Et là, donc, c'est parce que vous avez la possibilité avec vos conservatoires d'acheter des terrains, de les des sites, de les protéger. Et nous, hein, c'est pas encore chez nous. Ici, donc, c'est le seul site et le seul endroit de toute l'Algérie où on a un nénuphar lutéen. C'est une espèce qui est chez vous répandue, mais chez nous, voilà. Je termine pour cette communication. Merci. Je t'invite à, dans les noms de syntaxon, peut-être faire attention de ne pas utiliser des espèces qui sont communes chez nous. Parce que quand un Lithrofragmitetum, Litrosolicarius fragmitetum que j'ai vu passer, il risque de s'étendre dans toute l'Europe parce que des communautés fragmites et lisformes, il y en a beaucoup. Je sais que c'est ce que Bruno Psco soulignait, c'est difficile de trouver des noms de syntaxon dans les situations où il n'y a plus beaucoup d'espèces de la classe, mais c'est vrai que quand je vois Litrosolicarius fragmitetum, il y en a partout ici dans tous les fossés. C'est mieux que le Fragmitetum australis, communiste, qui va de l'Amérique à la... C'est ce que j'ai trouvé vraiment discriminant. Maintenant, je ne l'ai pas encore fait valider par rapport à certains groupements d'Hipotaméthea. Je peux toujours tenir compte de ta remarque, mais on en discutera quand je reviendrai.